Qu'est-ce qu'une macule? Qu'est-ce qu'une papule? Qu'est-ce qu'une vésicule? Une bulle? Un érythème? Un purpura? Vous aurez toutes les réponses à ces questions dans ce cours. Bonjour, je suis Antoine Bertolotti, enseignant en dermatologie à l'UFR Santé de l'île de la Réunion, et je vous propose aujourd'hui de réaliser le cours sur la partie sémiologique. En effet, vous avez déjà réalisé la première partie de ce cours sur l'examen dermatologique avec l'interrogatoire et l'examen physique. On va passer maintenant à la description sémiologique des différentes lésions que les patients peuvent avoir sur la peau. Ce cours s'appuie sur le livre Revêtements cutanés, édité par Elsevier Masson et réalisé par le Collège des enseignants de dermatologie de France. À la date d'enregistrement de cette vidéo, je ne déclare pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier le docteur Alicia Lemarie qui m'a aidé à réaliser ce cours. Enfin, je tiens à préciser que certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. Premièrement, on pourrait décrire une lésion qui est visible mais qui est non palpable. Il s'agit de macules. Vous voyez ici, si je pose mon doigt sur cette peau, eh bien je ne peux pas sentir qu'il y a de différence, surtout si je ferme les yeux. Ensuite, je vais voir s'il y a des lésions palpables. Les lésions palpables, elles peuvent être soit à contenu solide, soit à contenu liquide. À contenu solide, on va parler de papules, on va parler de plaques si elles font plus de 2 cm, on va parler de nodules. Il n'y a pas de photo ici, mais ça correspondrait globalement à une vésicule, mais beaucoup plus large et qui irait beaucoup plus en profondeur et surtout qui serait pleine. Ou on peut également parler de végétation, et on verra des photos tout à l'heure. Ça peut être donc des lésions palpables à contenu liquide. À contenu liquide, eh bien, vous avez ici une vésicule. Donc là, vous avez un liquide clair. Généralement, ça fait quelques millimètres et c'est relativement superficiel, comme vous pouvez le voir ici. On est vraiment au niveau de l'épiderme. On a également la possibilité d'avoir des bulles. Donc les bulles, ce sont des grosses vésicules qui vont faire généralement plusieurs millimètres de diamètre. On a vu des photos tout à l'heure et on va en revoir. Et vous voyez, c'est présent au niveau de l'épiderme et ça peut descendre jusqu'au derme selon le type de pathologie. Et puis, il y a également les pustules. Et les pustules, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une vésicule, mais dans lequel, à l'intérieur, il y a du pus et qui connote plutôt pour une affection infectieuse. Mais on va voir qu'il existe aussi des possibilités de pustules amicrobiennes. Et puis, il peut y avoir aussi des altérations de la surface cutanée. On va parler de squame, on va parler de kératose. Il peut y avoir des modifications de la consistance avec une atrophie, une sclérose, une modification de l'élasticité. Il peut y avoir des pertes de substance avec une érosion. Vous voyez ici, il y a une perte de substance au niveau de l'épiderme. Il peut y avoir aussi des fissures, des ulcères. Vous voyez que l'ulcère, c'est la même chose que l'érosion, sauf qu'on va beaucoup plus en profondeur. On va au moins jusqu'au derme, voire parfois plus en profondeur, puisqu'on peut être amené à même observer les tendons chez certains patients qui vont avoir des ulcères très creusants, des gangrènes, des escarres et puis des lésions intriquées qui sont finalement une association de l'ensemble de ces lésions. Les macules, donc, il n'y a pas de relief, il n'y a pas d'infiltration, elles sont colorées, elles peuvent être rouges, elles peuvent être pigmentées, mais elles peuvent être aussi décolorées, hypochromiques ou achromiques. Les macules rouges, on va distinguer l'érythème, la macule vasculaire ou encore le purpura. Et donc, on va se concentrer là sur l'érythème. L'érythème, c'est une macule rouge qui va disparaître à la vitropression. Pourquoi? Parce que comme je vous l'expliquais, quand vous allez appuyer sur la peau, vous allez avoir une congestion des vaisseaux du derme superficiel. Et donc, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner une disparition finalement de la rougeur en lien avec ces vaisseaux. Et vous allez avoir une plage blanche qui va apparaître et qui va rapidement, en l'espace de quelques secondes, redevenir rouge lorsque vous allez relâcher votre pression. Ça peut être un phénomène actif lié à une vasodilatation artério-capillaire. Donc, par exemple, vous avez une infection et vous avez à ce moment-là une dilatation qui est en lien avec cette infection. Mais ça peut être aussi passif en lien avec une stase sanguine vénulo-capillaire, c'est-à-dire que votre sang n'arrive pas forcément à bien remonter. Vous avez une stase veineuse et donc vous avez cet érythème qui apparaît et qui persiste au niveau des jambes. Voici quelques exemples. On a ici un érythème photodistribué, d'accord? Donc, on a cette rougeur qui apparaît spécifiquement sur des zones qui ont été photo-exposées et on ne voit pas l'ensemble du corps, mais on peut deviner ici qu'au niveau du décolleté, finalement, les zones ont été protégées par les vêtements. On peut aussi voir ici une zone un peu plus claire qui correspond au V mentonnier, qui est finalement tout simplement votre menton qui vous protège des rayons ultraviolets et qui entraîne cet aspect beaucoup plus clair de peau saine par rapport aux autres zones qui vont être rouges érythémateuses. On peut aussi avoir des érythèmes inversés. Alors, bien entendu, là, il n'y a pas d'atteinte spécifiquement en lien avec le soleil, mais on sait qu'on peut avoir un érythème inversé dans le cadre d'infections ou encore dans le cadre d'un psoriasis inversé. On peut avoir des lésions qui peuvent être dans ces zones au niveau des plis. Inversé, voulant dire une atteinte au niveau des plis.
On a ici un érythème. Donc, l'érythème classique, comme je vous le décrivais, vous avez donc une zone rouge large sur le ventre et puis une vitropression en lien avec la pression exercée par les doigts. C'est pour ça qu'on a ces îlots blancs qui apparaissent et qui vont disparaître quelques secondes après avoir pris la photo. On a ici une acrocyanose avec plutôt donc une stase sanguine qui va apparaître dans ce cadre-là et donc un érythème au niveau de la distalité, au niveau des pieds, mais parfois aussi au niveau des mains. Et puis on a ici une autre forme d'érythème qui va se présenter sous forme de livédo, qui va pouvoir éventuellement faire des mailles sur le corps et principalement sur les membres inférieurs. On peut avoir des érythèmes plus ou moins diffus et qui vont être alors décrits soit avec un intervalle de peau saine. Vous voyez ici qu'on a une zone du dos qui est rouge, mais qui n'est pas rouge partout. On a quelques endroits où il y a encore de la peau saine. On a ici un érythème plutôt scarlatiniforme. Vous voyez que tout est bien homogène. On a du rouge partout, sauf au niveau des zones où on a exercé la pression des doigts. Et puis, on a ici un érythème roséoliforme avec des taches roses discrètes avec large intervalle de peau saine. Donc, principalement, quand on a des érythèmes diffus, il est clair qu'un des premiers diagnostics à avoir en tête, c'est une toxidermie, donc quelque chose en lien avec la prise de médicaments, mais ça peut être aussi une cause virale. Et on a vu un exemple tout à l'heure d'érythème roséoliforme qui était aussi en lien avec une syphilis. Une érythrodermie, c'est quoi? C'est un érythème généralisé atteignant la quasi-totalité du revêtement cutané, généralement on dit à plus de 90%, et qui va durer plusieurs semaines, avec souvent des signes généraux, de la fièvre, de l'altération de l'état général et même des adénopathies superficielles. Vous voyez ici une érythrodermie, vous voyez que tout le tronc est rouge, mais vous voyez aussi les bras, et on aurait pris les photos des jambes et des pieds, la patient aurait eu aussi cette atteinte érythémateuse de l'ensemble du tégument. Il y a différentes hypothèses diagnostiques à avoir. Entre autres, il peut s'agir d'une toxidermie, mais il peut s'agir aussi d'un lymphome cutané, il peut s'agir aussi d'un eczéma diffus généralisé, d'un psoriasis diffus généralisé, etc., etc. On peut aussi avoir des macules rouges, mais de type macule vasculaire, donc soit des télangiectasies, qui sont des lésions rouges non pulsatiles formant un trait fin tortueux en arborisation ou en réseau. Vous avez ici cette photo qui représente bien les télangiectasies. Et puis, on peut avoir également des angiomes plans. Il s'agit de lésions congénitales à limite nette, fixe et permanente. Le purpura, enfin dans les macules rouges, donc là, cette fois-ci, c'est une extravasation de globules rouges dans le derme par inflammation de la paroi vasculaire ou par anomalie du sang, par exemple une thrombopénie. Donc, votre vaisseau ne parvient plus à bien contenir les globules rouges et donc ces globules rouges sortent au niveau du derme. Ce qui se passe, c'est que vous aurez beau appuyer sur votre peau, eh bien, il ne se passera rien. Vous n'aurez pas de vitropression positive, vous n'aurez pas de halo blanc qui va apparaître à ce niveau-là, puisque les globules rouges sont déjà dans le derme et ça ne changera rien d'appuyer sur les vaisseaux, puisque ces hématies sont présentes et ne s'écraseront pas spécifiquement, donc ça restera rouge. On va parler de purpura pétéchiale s'il s'agit de petites taches de 1 à 2 mm, en vivis s'il s'agit de traînées linéaires, ou encore échymotique si ce sont de larges placards de purpura. Dans les macules, il existe également les macules pigmentées qui vont être dues à une accumulation de pigments mélaniques ou non mélaniques dans l'épiderme ou le derme. On peut voir au niveau de cette photo une macule hyperpigmentée bien délimitée. Il peut y avoir différents diagnostics comme des taches café au lait ou encore des névus congénitaux. On peut également avoir des macules décolorées, donc soit c'est dû à une diminution, et on va parler d'hypochromie, soit une absence, et on va parler d'achromie, de sécrétion de mélanine par les mélanocytes. Elles peuvent être d'origine primitive, acquise ou héréditaire, ou secondaire. Et donc ici, on a principalement du vitiligo au niveau de la jambe ou encore au niveau de la main. Ensuite, on passe aux papules. Les papules, ce sont des lésions qui sont visibles et palpables à contenu solide. C'est une nervure saillante de moins de 1 cm. Et s'il y a une confluence, si elles font plus de 2 cm, on va parler de plaques. Donc, lorsque je vais poser mon doigt à ce niveau-là, je vais sentir ce relief. Si ça fait moins de 2 cm, je parle de papules. Si ça fait plus de 2 cm, je parle de plaques. Les papules peuvent être épidermiques et ou dermiques. Il peut s'agir d'hyperplasie de l'épiderme ou du derme. On a ici une photo à nouveau d'urticaire avec des lésions érythémateuses. Vous voyez, là, on a une macule érythémateuse qui entoure des lésions papuleuses, donc soit de simples papules qui font moins de 2 cm, soit des plaques qui font plus de 2 cm.
Ici, on a des lésions beaucoup plus petites à type de papules qui font moins de 2 centimètres, multiples, parfois décrites comme violines, très prurigineuses, souvent à la face antérieure des poignets. Il s'agit ici de lichen planus. Les nodules. Le nodule, il est en relief, il est palpable et on va sentir une infiltration du derme et ou de l'hypoderme. Autant on avait la papule qui faisait ça et qui revenait sur un état normal, autant le nodule, il faut vraiment imaginer quelque chose de rond qui va autant en hauteur que en profondeur. On a donc ici une description de différents nodules. Vous pouvez voir ici un nodule à type d'hémangiome, mais vous pouvez aussi voir ici un nodule à type de mélanome. On a ici aussi un nodule au niveau de la main. On va parler de nodosité si les nodules sont de petite taille, moins de 1 centimètre. On va parler de nouure si ce sont des nodules de grande taille, hypodermiques et douloureux. Donc, on a une photo ici de nouure ou d'érythème noueux. Ce sont des nodules oblongs que vous allez sentir en fait à la palpation quand vous allez toucher. Vous allez sentir qu'effectivement, il y a un relief et que ça va en profondeur, que c'est un peu infiltré. C'est souvent chaud, inflammatoire. Ça dure pendant plusieurs semaines et donc, ça caractérise l'érythème noueux. Vous avez divers diagnostics à évoquer devant ce type de tableau. Les végétations, ce sont des lésions aussi qui sont en relief, qui sont également palpables par prolifération anormale exophytique de l'épiderme. Principalement, on va décrire les végétations lorsqu'on va avoir des pathologies telles que des condylomes avec des lésions en crête de coque que l'on peut voir ici et en zoomant un peu plus à ce niveau-là. Les vésicules, ce sont aussi des lésions en relief qui sont également palpables, sauf qu'en général, quand vous les touchez, vous risquez de les fragiliser et de les éclater. Vous allez avoir donc une érosion. Et donc, ce sont des lésions avec un contenu clair et qui vont faire de 1 à 2 millimètres de diamètre. Vous avez ici la photo. Classiquement, voilà une lésion vésiculeuse avec un pourtour érythémateux à type de macule, hein, d'accord? On a une lésion que l'on ne peut pas palper autour et par contre, au milieu, on a cette lésion en relief. Ce qu'il faut savoir, c'est que après quelques jours, ces vésicules peuvent devenir un petit peu blanchâtres, d'accord? Donc, c'est pas pour autant qu'il faut les prendre pour des pustules. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que selon les localisations et selon la fragilité et l'action du patient en termes de grattage ou autre, eh bien, ces lésions peuvent être amenées à ne plus être vésiculeuses, mais à voir leur toit s'en aller. Donc, vous imaginez bien que si je retire le toit de cette vésicule, vous avez derrière une lésion qui va être érosive, qui va persister, et donc on va avoir plusieurs lésions érosives. Ce qu'il faut donc avoir en tête, c'est que devant des lésions érosives, vous devez vous poser la question, est-ce qu'il ne s'agissait pas de vésicule en amont, d'accord? Est-ce que finalement ma lésion élémentaire, ma lésion primitive, avant d'être une érosion, n'était pas tout simplement une vésicule? Également, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une érosion peut avoir envie de se guérir, de cicatriser et donc de former une croûte. Donc, devant une croûte, est-ce qu'on n'était pas face à une érosion? Et devant une érosion, est-ce qu'on n'était pas face à une vésicule? Et bien, cette gymnastique d'esprit, pour revenir sur la première diapositive que je vous ai citée tout à l'heure, quelle est la lésion primitive? Quelle est la lésion élémentaire? Maintenant, passons aux bulles. Les bulles, ce sont aussi des lésions en relief palpable à contenu clair de grande taille, donc plus de 5 millimètres. En fait, d'un point de vue clinique, les bulles que vous verrez seront toujours des bulles de ce type-là, c'est-à-dire des bulles tendues. Ce sont des bulles pour lesquelles le clivage se fait au niveau du derme et de l'épiderme, donc entre les deux, à la jonction dermo-épidermique. C'est ce qu'on appelle ici une pemphigoïde bulleuse. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, vous voyez que l'épaisseur de l'épiderme est suffisante pour pouvoir se permettre de se maintenir. Alors, bien entendu, si vous grattez, si vous percez, elles vont s'éclater, mais à l'origine, la lésion est vraiment bulleuse et donc ça veut dire que le décollement est relativement profond. On a une autre lésion bulleuse microscopique, mais que nous, finalement, on ne voit quasiment pas cliniquement. C'est parce que le clivage se fait en intraépidermique. C'est une bulle superficielle dite flasque. Bien, tout simplement parce que vous voyez que l'épaisseur de l'épiderme au-dessus est beaucoup plus fin à ce niveau-là, hein, d'accord? L'épiderme, il a commencé à ce niveau-là et vous voyez qu'il y a déjà toute une partie qui reste encore accrochée à la peau et tout le reste, en fait, est beaucoup plus fragile et s'en va plus facilement. Et donc, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir plutôt des érosions et des croûtes post-bulleuses. Et donc, le raisonnement, c'est la même chose que pour les vésicules. Si vous avez des lésions érosives larges, des lésions croûteuses larges, posez-vous la question, est-ce que la lésion élémentaire, à l'origine, n'était pas tout simplement une bulle peut-être flasque, hein, c'est-à-dire que le toit ne tenait pas bien, pas aussi bien en tous les cas que sur cette photo, mais une bulle quand même. À noter également que le signe de Nikolsky est tout simplement un signe permettant de révéler un décollement cutané qui va être provoqué, comme je l'ai dit, par la flexion de la peau,
qui semblait apparemment saine, hein, qui était sur une zone qui était érythémateuse, simplement une macule. Et lorsque vous allez appliquer votre doigt dessus, eh bien, vous allez décoller l'épiderme ou décoller une partie de l'épiderme. Et donc, ça va être un signe de gravité pour lequel il va falloir effectivement être réactif, bien réaliser votre diagnostic et selon la surface de ce Nikolsky et la surface de l'érythème, plus ou moins en discuter avec les équipes de réanimation si c'est nécessaire. Maintenant, passons aux pustules. Les pustules, ce sont aussi des lésions en relief, palpables, à contenu purulent, de petite taille, 1 à 2 mm. Vous voyez, j'ai essayé de reprendre le même schéma que la vésicule et j'ai mis tout simplement à l'intérieur un contenu un peu plus purulent, un peu plus lactescent. Et donc, ici, en photo clinique, vous voyez une pustule, vous voyez une autre pustule à ce niveau-là. Vous voyez d'autres pustules au niveau de la plante des pieds chez ce patient et vous voyez d'autres toutes petites pustules dans ce pli à ce niveau-là. Ce qui est important à constater également ici, c'est que vous voyez des croûtes et de la même manière comme pour les bulles ou comme pour les vésicules tout à l'heure, eh bien, lorsque vous allez percer cette pustule, vous allez avoir une érosion qui va persister et une croûte qui va vouloir se former derrière. Donc, c'est toujours important de se poser la question devant une croûte ou une érosion, est-ce que finalement, ce n'est pas une lésion pustuleuse à la base? Il peut y exister des pustules folliculaires centrées par un poil intraépidermique ou dermique. Là, vous allez souvent avoir une connotation infectieuse de cette pustule, mais on peut aussi avoir des pustules non folliculaires, non centrées par un poil ou intraépidermique, et donc il peut y avoir des causes infectieuses, mais aussi non infectieuses. Par exemple, ici, on est face à une pustulose exanthématique aiguë généralisée, donc c'est une toxidermie, et ici, on est face à une dyshydrose, vous allez avoir des lésions vésiculeuse, mais également pustuleuse par endroits. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que les vieilles vésicules, comme je vous le disais, peuvent avoir un aspect un peu lactescent, en fait, lorsqu'elles vont vieillir. Ce n'est pas pour autant qu'il y a une surinfection bactérienne, c'est possible, mais pas toujours. Et il faut absolument savoir distinguer les deux et ne pas forcément mettre des antibiotiques lorsqu'on va voir des vésicules comme ça. Le petit élément également par rapport aux vésicules que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est quand vous voyez des vésicules, il y a quand même un grand diagnostic à évoquer. Ce sont toutes les lésions de type herpès viridé. Et donc, si vous voyez des vésicules, ayez ce diagnostic-là en tête. Bien entendu, il y a d'autres maladies qui donnent des vésicules, et particulièrement l'eczéma, mais souvent les vésicules sont beaucoup plus petites et on ne les voit pas. Et il y a tout de suite un suintement, une croûte qui apparaît. Donc, si vous voyez des vésicules, et surtout si c'est en bouquet, pensez à l'herpès, pensez à toutes les manifestations des virus de la famille des herpès. Les squames, eh bien, ce sont des lésions en relief qui vont apparaître soit de manière spontanée, soit après un grattage à la curette ou avec votre doigt et votre ongle. Ce sont les lamelles cornées qui vont se détacher plus ou moins facilement de la peau. Donc, ça veut dire qu'on est sur la partie totalement superficielle de l'épiderme au niveau du stratum corneum et qui va être plus ou moins épais, qui va plus ou moins réussir à se détacher correctement. Là, ici, on a le cas de squame psoriasiforme, donc chez un patient atteint de psoriasis. Ici, on est face à des squames ichthyosiformes, hein, une peau de crocodile, mais vous avez ici les squames scarlatiniformes. Donc après un érythème diffus généralisé très important, eh bien, vous pouvez avoir une desquamation au niveau de la plante, au niveau des paumes des mains et qui vont apparaître de manière assez nette, hein. Vous voyez l'épaisseur de la desquamation sur cette photo. Les kératoses, eh bien, ce sont des lésions en relief, palpables, sèches, dues à un épicissement corné compact. On a ici l'exemple de kératose actinique, où on voyait des lésions hyperkératosiques au niveau des pommettes, au niveau du nez, avec des lésions érythémateuses sous-jacentes. Donc, ce sont des lésions induites par le soleil, bien entendu, lorsqu'on a des lésions très persistantes et pour lesquelles vous allez sentir une induration en plus de la kératose, pensez au diagnostic de carcinome épidermoïde. Ici, on est face plutôt à une kératodermie palmaire, donc vous voyez une hyperkératose palmaire très très importante que l'on va retrouver dans une kératodermie palmoplantaire du psoriasis, mais ça peut être également le cas face à un eczéma. On peut aussi avoir des formes de kératodermie palmoplantaire souvent quand même un peu plus légères que celle-ci dans le cadre d'infections mycosiques ou encore même de syphilis. Mais voilà, ça c'est une kératodermie palmoplantaire et donc principalement palmaire ici. Et là, on a aussi des lésions à type de croûte, dont on a vu déjà cette photo précédemment. Et il s'agissait d'un pemphigus, c'est-à-dire d'une dermatose bulleuse, mais comme je vous l'ai dit, la bulle est tellement flasque que finalement, eh bien, on ne voit pas cette bulle, on voit une érosion, et cette érosion a tendance à vouloir cicatriser. Cette cicatrisation se fait à travers une hyperkératose, des croûtes, et donc il faut également savoir évoquer ce type de diagnostic, type de dermatose bulleuse,
face à cette dermatose qui est dite, entre guillemets, croûteuse. Il existe également la description d'atrophie. Il s'agit d'amincissement de la peau par diminution ou disparition de tout ou partie de ses constituants. Il existe également les scléroses. Et la sclérose, c'est une lésion également palpable avec un épaississement et une perte d'élasticité cutanée par condensation des éléments du derme. Vous avez ici des exemples de sclérose, d'atrophie cutanée, ou encore ici dans le cas d'un lupus discoïde, une atrophie au niveau de la peau, au niveau du visage, ou encore ici une atrophie sur une paniculite lupique. Vous voyez bien que il y a une perte de substance à ce niveau-là lorsque vous allez toucher. Et parfois, ça peut être aussi scléreux, c'est-à-dire que vraiment vous perdez en élasticité au niveau de votre peau. Les érosions, eh bien, c'est une perte de substance superficielle ne laissant pas de cicatrice. On est vraiment dans une atteinte au niveau de l'épiderme, dans la partie superficielle de votre peau. Par contre, l'ulcération, c'est une perte de substance profonde atteignant le derme ou l'hypoderme et qui va laisser une cicatrice. On va effectivement descendre beaucoup plus profondément en dessous de l'épiderme, au niveau du derme, avec ce risque de cicatrice. Il existe différentes présentations. Il peut s'agir aussi de fissures avec des érosions ou ulcérations linéaires dans les plis ou sur les paumes et les plantes. On l'a vu tout à l'heure un petit peu dans la kératodermie palmoplantaire, mais vous pouvez aussi avoir des fissures au niveau d'infections à candida, par exemple, en termes de perlèche au niveau des commissures labiales. Mal perforant, eh bien, c'est un ulcère indolore dû à une atteinte neurologique sur des points d'appui plantaires et généralement lié au diabète. On est ici donc sur la phase d'appui d'un hallux du pied, chez un patient diabétique et qui n'a rien senti du tout, n'a pas forcément fait attention à ses pieds. Et donc, je reviens sur l'intérêt de faire un examen complet de vos patients pour vous assurer qu'effectivement, eh bien, il n'y avait rien de particulier. Et quand vous regardez, eh bien, si vous utilisez un peu la curette pour retirer cette sérosité, cette fibrine à ce niveau-là, eh bien, vous allez constater que finalement, vous voyez déjà l'os, il y a un contact osseux à ce niveau-là, ce qui est de pas très bon pronostic. La nécrose, c'est une coloration noire avec un aspect momifié, une nécrose sèche ou de vastes bulles à contenu vert nauséabonde avec un tissu noir sous-jacent. On parle alors de nécrose humide. Vous avez ici le cas d'une angiodermite nécrotique, qui est un ulcère souvent chez un patient diabétique et porteur d'une hypertension artérielle. Et vous avez cette coloration noire de l'ulcère. On peut également avoir des gangrènes, qui est une nécrose tissulaire d'origine vasculaire ou infectieuse. On peut avoir des escarres avec une nécrose secondairement ulcérée en regard d'un point d'appui de pression et qui est en lien avec une ischémie d'appui. On peut également avoir des chancres qui sont des érosions ou des ulcérations au point d'inoculation d'une infection. Typiquement ici, on a un chancre au niveau du pénis en lien avec une syphilis. Donc, pour rappel, eh bien, il s'agit d'une ulcération unique, indolore, à fond propre, indurée, avec souvent une adénopathie de la région. Et puis là, on a cette photo donc d'ulcère de jambe plus classique. Là, on est sur un dos de pied. Donc, de par la topographie, vous avez une plus forte suspicion pour un ulcère de type artériel. Vous voyez donc une lésion assez bien délimitée, profonde, avec une zone fibrineuse, une zone plutôt rouge, mais avec aussi la possibilité de voir par endroits peut-être les tendons, ou peut-être lorsque vous gratterez à ce niveau-là, parce que vous voyez qu'on est sur une peau très très fine en regard du dos du pied. La cicatrisation peut entraîner des pathologies particulières avec un comblement de la perte de substance par des bourgeons charnus, puis une épidermisation. Une cicatrice hypertrophique, c'est une cicatrice qui est en relief, qui est bombée, bien limitée, couleur de peau normale, stable ou spontanément régressive en 12 à 18 mois. Donc, c'est quelque chose qui, normalement, va se résorber. Par contre, lorsque celle-ci persiste, on va parler de cicatrice kéloïdienne avec un aspect similaire, mais une évolution sur plusieurs années et qui va être plus fréquente chez des patients de phototype foncé. Ces cicatrices kéloïdiennes, elles peuvent être spontanées sur des zones de forte traction, ce qui peut être le cas au niveau des régions pectorales, par exemple, mais ça peut être aussi le cas sur des zones donc, de cicatrices suite à une intervention chirurgicale ou par exemple pour l'application d'un piercing au niveau des oreilles ou au niveau du nez. Enfin, en termes de tumeur, une tumeur cutanée peut se manifester à travers la plupart des lésions élémentaires primitives qu'on a vues. Ça peut être une papule, ça peut être un nodule, ça peut être une lésion érythémateuse, ça peut être une lésion érythémato-squameuse, des ulcérations. Elle peut être unique ou multiple, bénigne ou maligne. Et donc, on a ici, par exemple, des présentations plutôt sous forme nodulaire ou plurinodulaire, avec un fond aussi érythémateux derrière, ou une zone plutôt kératosique, dans le cadre ici d'un carcinome épidermoïde de la main, ou d'un mélanome nodulaire, ou d'un lymphome à ce niveau-là, au niveau de la région axillaire. Il n'existe en fait aucun critère sémiologique simple qui puisse
trancher entre une bénignité et une malignité d'une lésion tumorale. Le caractère douloureux ou non, ou que ce soit l'évolution rapide ou lente, ne sont pas non plus des caractères distinctifs. Et lorsque l'on a un doute pour un cancer, pour une tumeur maligne, eh bien, à ce moment-là, la biopsie cutanée est impérative de façon à ce que l'on puisse faire un diagnostic histologique de certitude et ainsi un traitement adapté qui va souvent être un traitement chirurgical. Enfin, une fois que vous avez fait votre interrogatoire, votre examen physique avec une description des différentes lésions d'un point de vue sémiologique, eh bien, vous pouvez vous aider d'examens complémentaires. Ça peut être simplement une photographie pour suivre votre patient sur le terme, mais vous pouvez également utiliser la lampe de Wood, hein, qui est une lumière noire qui va vous permettre de visualiser parfois une coloration verdâtre en faveur d'un Microsporum canis ou d'une coloration plutôt rouge corail, rose corail pour de l'érythrasma. On peut aussi utiliser le dermoscope, hein, que vous voyez ici, par exemple. Ça, c'est un exemple de dermoscope qui va vous permettre de mieux apprécier une lésion pigmentée, une lésion mélanocytaire. Vous pouvez également réaliser des prélèvements microbiologiques, que ce soit par grattage en bordure d'une lésion circinée pour rechercher une dermatophysie, ou avec un scotch test, où vous allez pouvoir aussi faire un écouvillonnage ou un frottis sur certaines lésions, sur des chancres, etc. Et puis, bien entendu, on a accès à la biopsie cutanée, au punch ou au bistouri qui va vous permettre de faire une analyse histologique. Vous allez pouvoir l'envoyer à différents laboratoires, bien entendu, en anatomopathologie avec du formol, mais également dans des milieux spécifiques pour des études complémentaires comme pour une immunofluorescence directe, mais aussi vous pourriez envoyer des prélèvements en microbiologie, en biologie moléculaire pour pouvoir éventuellement avoir des cultures ou des réponses à d'autres questions que vous êtes posées. Il existe également des explorations allergologiques, photobiologiques et plein d'autres examens complémentaires communs à de très nombreuses disciplines. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo ou à m'écrire à dermato.ist@gmail.com. J'essaierai de vous répondre ou de réaliser du contenu vidéo supplémentaire pour clarifier certains points. À très vite sur Dermato IST.